soleil va bientôt disparaître à nos yeux. Mais durant la nuit, la lune va refléter sa lumière et nous indiquera sa présence cachée. Malgré la distance qui les sépare de la Terre, les astres qui rythment nos jours et nos nuits exercent une attraction sur notre planète. Pour nous, l'effet de cette attraction est visible sur le rivage des océans lorsque nous regardons la mer s'avancer, puis se retirer. C'est en effet sous l'influence de la Lune et du Soleil que les masses d'eau marine se gonflent, donnant naissance au phénomène des marées. Sur le rivage des continents, les marées les plus spectaculaires se produisent dans les baies et les estuaires. La baie du Mont-Saint-Michel, située au nord-ouest de la France, sur le littoral de la Manche, constitue un site exceptionnel où se produisent les plus fortes marées du continent européen. En suivant le fil des influences, nous nous sommes aventurés dans la baie avec le désir de comprendre comment, à partir du mouvement de la mer, s'organise la vie des plantes, des animaux et des hommes à l'intérieur de ce vaste écosystème. En s'approchant, on a le sentiment d'aborder un espace étrange qui n'appartient pas tout à fait à la terre ni à la mer non plus. Un mystérieux désert humide cerné de part et d'autre par les rivages de la Normandie et de la Bretagne. La silhouette toujours fascinante du célèbre mont, comme un mirage, transcende ce décor de sable et d'eau. Pour peu que l'on patiente quelques heures, on peut voir la mer recouvrir progressivement cet immense estran et s'avancer jusqu'au fond de l'estuaire, où elle s'engage dans le lit des rivières en formant un mascaret. Depuis l'entrée de la baie, le flot parcourt ainsi en 6 heures une distance de 10 à 15 km, selon la force de la marée. Dès que l'on atteint un coefficient moyen, le Mont-Saint-Michel retrouve pour quelques heures son insularité et ses abords sont alors largement inondés. À l'entrée de la baie, lors des plus fortes marées, la différence de hauteur d'eau entre la basse mer et la pleine mer peut atteindre 15, voire 16 mètres. Cela signifie que si l'on construisait un immeuble de 5 étages au point le plus loin du retrait de la mer, il serait entièrement recouvert par les flots à marée haute. La baie du Mont-Saint-Michel forme une vaste étendue de 500 km² entourée de 3 reliefs granitiques qui en marquent les extrémités. Les falaises de Champeaux, côté est en Normandie, et la pointe du Groin, côté ouest en Bretagne, distante de 20 km. Au sud, le massif de Saint-Breladre, que l'on devine à l'horizon, indique l'ancien rivage de la baie. Sur cet espace, 3 îlots, formés de granit également, émergent nettement du paysage. Sur les grèves, le Mont-Saint-Michel et l'îlot de Tomblaine, qui ont sensiblement la même superficie. Puis, plus en retrait dans les terres, le Mont Dol, à présent isolé de la mer. Et enfin, 3 rivières principales viennent se jeter dans le fond de la baie. La Cé et la Célune du côté est, et le Couesnon au sud, près du mont. Après ce tour d'horizon, voyons de plus près comment la marée modèle chaque partie de la zone littorale. À l'est, entre Saint-Jean-le-Thomas et le bec d'Andenne, le littoral est formé d'un cordon dunaire qui s'étend sur 6 km. Les dunes peuvent se former grâce à la présence de plantes qui apprécient le milieu calcaire. Dans un premier temps, elles arrêtent le sable transporté par la mer et le vent, et dans un second temps, elles fixent le bourrelet en formation grâce à leurs racines. À la faveur du retrait de la mer, une première rencontre nous a permis d'en savoir un peu plus sur la végétation de la dune.
Alors cette végétation particulièrement, c'est le chien-dent des sables. C'est une graminée qui a la particularité de se trouver juste en haut de la plage, en limite entre la dune sèche qui recevra uniquement les embruns salés sauf tempête, et la plage proprement dite qui est la zone d'estran et de battement des marées. Et là, comme nous sommes en période de grande marée, on voit très bien que l'eau est arrivée jusqu'ici. D'ailleurs, la végétation est complètement balayée par le flot. Alors c'est une des plantes pionnières, en avant même de la dune, pour sa fixation. Par contre ici on va trouver une des plantes les plus caractéristiques du début du bourrelet dunaire, qui est l'élime des sables, qui est cette grande graminée avec un ton un petit peu vert bleuâtre, qui va marquer vraiment le début de la dune proprement dite. Là, on est sur une zone de dune attaquée par la mer et ça nous permet de voir malheureusement trop bien le système racinaire. En fait, la particularité de ces plantes, c'est d'avoir donc un système racinaire qui plonge très profondément dans la dune. On a ici de l'Oya et les limes des sables, qui sont donc les deux composantes principales du bourrelet dunaire, qui se trouvent en front de mer. Et leurs racines leur servent à deux choses. D'abord, se fixer, s'ancrer très profondément dans le sol. La profondeur peut atteindre 3 mètres, voire la dépasser. Et ça leur permet aussi, en période sèche, d'aller puiser en profondeur dans le sable une certaine humidité pour se nourrir. Donc les deux rôles en fait sont complémentaires. Et là, on voit particulièrement bien le système racinaire qui part d'ici. On a celle-ci, par exemple, qui est à moitié déchaussée, qui vient de tout en haut et qui plonge encore jusqu'à une profondeur en fait qu'on ne connaît pas. Autre effet de la marée, au sud de la baie cette fois, des amoncellements de coquilles forment de véritables bancs qui s'étendent sur plusieurs kilomètres entre Irel et la chapelle Sainte-Anne. Lors des tempêtes à marée montante, les fortes houles labourent la partie superficielle du sédiment et emportent avec elles les nombreuses coquilles de bivalves qui y sont enfouies. Puis elles les déposent sur le haut de l'estran, formant progressivement ces amas de coquilles qui peuvent atteindre 80 cm de hauteur. Ces bancs sont d'une grande utilité et même indispensables pour les nombreux oiseaux de la baie qui les utilisent comme reposoir lors des grandes marées. Les bancs coquillés ont aussi une influence sur le paysage en formant des digues naturelles qui isolent de la mer des cuvettes peu profondes dans lesquelles se déposent des vases fines. Ces zones humides font le bonheur des tadornes de Belon et elles créent aussi un milieu favorable au développement d'une flore diversifiée. Si la houle et les marées sont capables de déplacer ces coquilles, c'est dire que le fin sédiment de l'estran est lui aussi remué et mis en suspension dans l'eau marine, qui devient de ce fait turbide et ultra-calme. Les sédiments sont ainsi transportés en fond de baie où ils se déposent progressivement au fil des marées. Lorsque les dépôts atteignent un certain niveau, des plantes halophiles, qui supportent l'immersion dans l'eau de mer, peuvent coloniser les vases. C'est le début de la formation des prés salés, appelés aussi herbus. Voilà, ceci c'est une touffe de Spartine anglica, qui est une des plantes colonisatrices, donc une des plantes pionnières du shore, c'est-à-dire de l'herbu, de tous les marais maritimes, de la baie du Mont bien sûr en particulier. C'est une plante qui est une relativement nouvelle venue, disons, dans la flore normande et bretonne, mais qui a une grande capacité de colonisation. Ça se voit très bien sur cette touffe, qui peut n'avoir qu'un an à 1 an et demi. La plante en fait peut s'installer dans des zones relativement exposées au courant, mais elle a une capacité de production de rhizomes traçants qui s'ancrent très fortement dans la vase et qui produisent des stolons avec de nouvelles sorties de feuilles. Celles-ci donc sont des feuilles sorties de l'année. Et la plante s'étend comme ceci de manière centrifuge,
pour atteindre des dimensions qui peuvent être assez importantes. Au bout de quelques années, plusieurs touffes isolées vont se rejoindre, vont créer un tapis continu. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on voit ici dans cette touffe, c'est qu'elles ont ce qu'on appelle en écologie un effet facilitateur pour l'installation d'autres espèces, en particulier les annuelles, les salicornes annuelles, qui sont d'autres plantes colonisatrices de la vase, mais qui vont à l'intérieur de la touffe de Spartine trouver un abri pour s'implanter, puisqu'elles seront déjà un petit peu moins sous l'effet du flot. Alors cette plante, c'est une salicorne annuelle. On dirait un petit arbre, quand on la touche, c'est un mini bonsaï, c'est extrêmement rigide et qui produit donc par là-dessus une énorme quantité de graines. Ce que vous voyez là, toutes les parties vertes sont en fait des graines contenues là-dedans. Et c'est à partir de cette stratégie de reproduction, c'est-à-dire de production d'une grande quantité de graines, que la salicorne parvient à s'implanter et à couvrir petit à petit les secteurs de vase nu. Les autres plantes tout à fait classiques de cette partie du Marais, c'est l'obione. Sa particularité, c'est d'avoir des feuilles un petit peu du type de feuilles de plantes grasses. C'est sa façon à elle de résister au sel. Puis la plus connue et la plus emblématique, c'est la Puccinelli. Cette plante-ci, qui est l'herbe des présalés par excellence, qui là atteint aussi une bonne taille, l'herbe de l'herbu, l'herbe qui est broutée par les moutons, c'est cette plante qui est leur nourriture préférentielle. Quand on est sur un secteur pâturé, évidemment, on a un tout petit tapis ras qui est lié au broutage. Les prés salés progressent ainsi de 30 hectares par an. Les 4 cinquièmes de leur surface sont broutés par des bovins, des chevaux, des oies, mais surtout par des moutons. Environ 10 000 brebis et agneaux se rendent chaque matin sur les herbus de la baie et y pâturent toute la journée en toute liberté, parfois surveillés par un berger. Lors des grandes marées, soit environ 6 à 8 fois par an, les prés salés sont inondés par la mer et l'herbe devient immangeable. Les troupeaux sont alors maintenus à la ferme durant quelques jours, le temps nécessaire pour que la rosée et la pluie dessalent la végétation. Les agneaux naissent principalement en janvier et après un séjour en bergerie, ils accompagneront leur mère sur l'herbu pour brouter la Puccinelli. En retraite des herbus sur l'ancien estuaire du Couesnon, aujourd'hui canalisé, d'autres espaces ont été gagnés sur la mer par l'action volontaire de l'homme cette fois. Il s'agit des polders qui ont été aménagés au XIXe siècle et qui s'étendent sur près de 3000 hectares, principalement à l'ouest du Mont. Ces terres cultivées sont d'anciens prés salés qui ont été isolés des marées par la construction de digues plantées de peupliers. Cependant, les polders restent en relation avec la mer par les nombreux chenaux qui les drainent et qui se déversent dans le Couesnon. Ces sols, constitués d'alluvions marins très fertiles, permettent à présent des cultures céréalières, fourragères et maraîchères d'un haut rendement. Prenons maintenant un peu de recul par rapport à la baie en nous plaçant sur le mont Dol.
Ce faisant, nous prenons également du recul dans le temps. En effet, il y a encore 4000 ans, le mont Dol était une île. Puis, au fil des siècles et des marées, les sédiments se sont accumulés, rehaussant naturellement le niveau du sol. Vers l'an 1000, les hommes se sont servis des bancs coquillers pour asseoir une digue qui allait définitivement isoler les marais de la mer. C'est ainsi que sont nées ces terres agricoles que l'on appelle les marais blancs. À proximité, des cuvettes se sont retrouvées isolées de la mer par des cordons dunaires et ont permis le développement d'une végétation aquatique luxuriante. La tourbe s'est alors accumulée et ces endroits sont aujourd'hui appelés marais noirs en raison de la couleur de la terre. Comme dans les polders, les chenaux de drainage se déversent dans des ruisseaux qui communiquent avec la mer, comme ici, au Vivier-sur-Mer. Grâce à cette diversité de milieux, de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau fréquentent la baie, surtout en hiver. La tour nord du Mont-Saint-Michel offre à cet égard un excellent point de vue pour observer les canards qui se regroupent sur l'estran. Sur ton blêne ? Non. La baie du Mont-Saint-Michel, c'est un site qui abrite en moyenne au mois de janvier entre 15 et 20 000 anatidés. Donc les anatidés, c'est à la fois les canards, mais aussi les oies et les bernaches. Et donc parmi ce groupe d'espèces domine le canard colvert, la bernache cravant ventre sombre, le tadorne de Belon, le canard siffleur. Alors c'est un site, oui bien sûr, qui est très favorable pour l'ensemble des différentes espèces. Bon, il y a différents types de milieux en baie. Il y a donc le domaine maritime, ce qu'on appelle le domaine maritime, avec les bancs de sable, les chenaux, et puis les présalés qu'on appelle localement des herbus, qui font une superficie d'environ 4000 hectares, qui sont les plus grands présalés d'Europe. Et ce type de milieu est très favorable pour deux espèces herbivores, qui sont la bernache cravant et le canard siffleur, mais aussi pour d'autres espèces comme la sarcelle d'hiver, voire le tadorne de Belon. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que la baie du Mont-Saint-Michel, c'est pas seulement uniquement le Mont-Saint-Michel et puis le domaine maritime, c'est tous les milieux qui sont derrière, qui constituent la partie terrestre en fin de compte, constitués de polders, de prairies humides, de marais, etc. Et là, qui constituent pour les espèces qui, de jour, stationnent sur le domaine maritime, la nuit, ils vont s'alimenter donc derrière le Mont-Saint-Michel, en quelque sorte. Et tous ces marais périphériques, tous ces prairies humides sont le restaurant de ces espèces. Et c'est très important puisque depuis quelques années, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de marais sur le domaine terrestre qui ont tendance à disparaître par assèchement, assainissement, etc. Ce qui fait qu'il y a automatiquement une répercussion sur l'importance numérique des effectifs de canards sur le domaine maritime. Donc tout est lié, il y a une relation très étroite entre les différents milieux de la baie, c'est-à-dire les marais, les polders, les présalés et le domaine maritime. Sur les herbus pâturés, la puccinelli constitue donc la nourriture principale des moutons et des autres troupeaux. En effet, seule cette graminée résiste au piétinement répété des animaux, et de ce fait, elle occupe tout le terrain en formant une pelouse continue entretenue par le broutage. Les oies bernaches présentes dans la baie entre novembre et mars apprécient ces espaces dégagés où elles se sentent en sécurité. Leurs sentinelles peuvent ainsi guetter l'approche de tout danger potentiel, comme le renard par exemple. De plus, elles sont principalement herbivores, et comme les moutons, elles consomment aussi la puccinelli. Le pâturage par les moutons et les bovins permet donc aux oies bernaches de trouver nourriture et sécurité sur les herbus,
et favorisent leur présence en hivernage dans la baie. Les tadornes de Belon, eux, apprennent dès leur plus jeune âge à rechercher leur nourriture sur l'espace sablo-vaseux découvert par la mer. Malgré son apparence désertique, l'estran dénudé abrite sous sa surface une multitude d'organismes vivants. Est-ouest comme ça. Une équipe de scientifiques y réalise une étude afin d'évaluer le nombre et la diversité des animaux marins vivant dans le sédiment de la baie. On a fait un prélèvement, donc ce qu'on appelle une carotte de sédiment. On met ça dans un tamis dont le vide de maille carrée est de 500 microns. Et ensuite, on tamise de façon à éliminer toutes les particules minérales, tous les grains de sable, et à ne conserver, je dirais, essentiellement que les animaux, qu'on va ensuite examiner au laboratoire. Ça, c'est des Macoma. Macoma beltica. C'est l'espèce dominante sur l'estran, en bivalve. Tous les tortillons qu'on voit sur la plage traduisent la présence de ce ver. C'est un ver de sable qu'on appelle l'arénicole. Et le tortillon en fait correspond aux fesses de l'animal qui ingère le sable, qui absorbe toute la matière organique des microparticules qui sont dans le sable et puis qui l'excrète après. Il y a beaucoup d'animaux qui sont filtreurs, donc en fait ils s'alimentent à partir des particules qui sont en suspension dans la colonne d'eau. Donc comme c'est le courant qui amène les particules, c'est le courant qui amène à manger aux individus. Par exemple les bivalves comme Macoma ou les coques sont des filtreurs, ils filtrent l'eau, ils tamisent un peu comme nous on fait, et puis ils récupèrent le phytoplancton ou les diatomées, ils les ingèrent, et après ils recrachent l'eau, ils tamisent, ils recrachent l'eau complètement nettoyée des particules nutritives. Donc il y a un lien entre l'hydrodynamique et les sédiments, il y a un lien entre les sédiments et la macrofaune, et il y a un lien aussi entre l'hydrodynamique et la macrofaune, tout est lié en fait. Donc on va essayer de comprendre un peu comment interagissent les différents facteurs. Les études menées jusqu'à présent ont montré que la faune vivant dans le sédiment de la baie est très abondante mais peu diversifiée. Cela revient à dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espèces, mais un grand nombre d'individus pour chaque espèce. Cette faible diversité est due à l'uniformité de l'espace sablo-vaseux. Cependant, au large de la chapelle Sainte-Anne, à l'ouest du mont, et au pied des falaises de Champeau, côté est, il existe de curieuses formations qui ressemblent pour un œil non averti à des rochers. Les hermelles, c'est une espèce de ver, Sabellaria alveolata, qui en fait agglomère les grains de sable et forme des tubes qui vont se superposer les uns aux autres et donc donner cette idée de massif, mais tout ça c'est bien vivant. Il y a bien des vers à l'intérieur et donc ce massif est totalement vivant. Il a été formé par un ver marin. En ce moment, comme c'est marée basse, on ne les voit pas. En fait, ils sont renfermés, enfin ils sont repartis au fond du tube. Et à marée haute, les animaux vont étaler leur panache et donc filtrer l'eau dès que l'eau va venir au-dessus, quoi. Au sein d'hermelles déjà formées,
on va avoir des petites hermelles qui vont soit se mettre dans les interstices entre les vieux, soit se mettre par-dessus. Et donc, petit à petit, en fait, on a des différentes strates et on augmente la hauteur donc, des hermelles. La vie d'une hermelle, c'est 8 ans maximum dans ces eaux-là. Et donc, le massif, au bout de 30-40 ans, il va monter, il va atteindre en fait une structure qu'on appelle tabulaire. Donc, il va ressembler comme ici à une espèce de table. Et puis, jusqu'à un certain moment, il va commencer à s'éroder quand il est trop haut, et il va commencer à s'effriter et à tomber et donc à mourir. Les bancs d'hermelles servent d'abri ou de support à de nombreux invertébrés et crustacés. Ils permettent à ces espèces que l'on trouve habituellement sur les côtes rocheuses de vivre ici au milieu d'un espace sableux. Grâce à ce ver bâtisseur, la biodiversité de la baie se trouve donc enrichie. Tous ces invertébrés et crustacés constituent une richesse alimentaire qui profite aux très nombreux oiseaux présents dans la baie. Les limicoles notamment, comme les huîtriers épis ou les bécassos variables, se nourrissent sur l'estran en fouillant la vase de leur bec. Ils s'alimentent au moment du retrait de la mer, en suivant le flot descendant. En raison de leurs effectifs, ces petits échassiers ainsi que d'autres espèces comme le pluvier argenté, la barge rousse et la barge à queue noire font de la baie du Mont-Saint-Michel un site classé d'importance nationale et internationale pour l'hivernage des limicoles. Bon, il y a 3 catégories d'espèces en fait qui sont très importantes, qui fait qu'on peut la classer en zone humide de niveau international. Donc il y a les laridés, qui sont les mouettes et les goélands. On peut estimer qu'en hivernage, il y a à peu près autour de 100 000 oiseaux, plus ou moins. Et ensuite il y a les limicoles, qui apparaissent en deuxième position avec en hivernage environ 50 000 oiseaux, plus ou moins à nouveau. Et puis pour finir, il y a les anatidés, donc les canards, les bernaches. Là par contre l'estimation du nombre d'oiseaux tourne globalement entre 10 et 20 000. Donc c'est ceux qui sont les moins nombreux, avec les bernaches, les tadornes et les colverts en première position. On a un site qui au niveau de la taille est considérable, hein, au niveau des quantités de vasières. Donc globalement on peut estimer qu'actuellement il y a quand même une certaine tranquillité qui peut régner, avec des tailles de vasières énormes, donc des quantités de nourriture très importantes. Donc cet ensemble va permettre à bon nombre d'oiseaux de pouvoir s'installer. Le marais de Soujal, situé le long du Couesnon à 15 km au sud de la baie, est aussi un lieu très prisé des oiseaux. Souchets. 15 canards souchés, dont 6 mâles. Les barges. Le marais de Soujal est essentiellement un marais où sont présentes des espèces végétales d'eau douce, donc qui, on le sait, sont abondamment consommées par plusieurs espèces d'oiseaux, non seulement les canards mais également les limicoles. On a différentes variétés de plantes qui sont très favorables. Là on est, je dirais, en pleine période de migration prénuptiale, et ce marais peut abriter au mois de mars plus de 1500 canards, notamment des canards pilés et des sarcelles d'été, qui sont des espèces qui hivernent traditionnellement en Afrique de l'Ouest et qui remontent à partir de fin février, début mars, vers leur zone de reproduction nordique et russe,
en transitant donc par la France et notamment sur ce marais de Soujal qui est un des sites clés pour la baie du Mont-Saint-Michel lors de la migration prénuptiale de ces espèces. Mais c'est aussi un marais qui est en dehors des canards qui est intéressant pour certaines espèces de limicoles, des chassiers, comme les chevaliers combattants ou la barge à queue noire, qui eux aussi sont des espèces qui hivernent essentiellement en Afrique et donc qui transitent par la France pour aller avant de retrouver leur zone de reproduction. À côté de cette abondante faune sauvage, la baie aussi est une importante zone d'élevage. Depuis des temps immémoriaux, la région de Cancale, à l'extrême ouest de la baie, est réputée pour ses huîtres. Initialement sauvage, l'huître reposait sur les fonds et était draguée en bateau. Puis, suite à une surexploitation, le banc s'épuisa vers la fin du XIXe siècle. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que la culture en parc, à même le sol, se développa. Depuis 1968, une nouvelle méthode de culture s'est généralisée. Les huîtres sont élevées dans des poches disposées sur des tables. Ce mode d'exploitation qui concerne l'huître creuse a permis d'étendre les parcs sur des zones envasées. Ils produisent aujourd'hui 3500 tonnes d'huîtres chaque année. En revanche, l'huître plate est élevée plus au large, dans des zones qui ne sont jamais découvertes par la marée. Sa production est estimée à 1000 tonnes par an. Les mytiliculteurs, quant à eux, élèvent leurs moules en mer sur des pieux, les bouchots, plantés profondément dans le sédiment. La culture des moules est récente en baie, puisqu'elle date de 1954. Les lignes de bouchots totalisent 271 km dans la partie sud-ouest, et la production annuelle de moules est estimée à 10 000 tonnes. Ce qui fait de la baie du Mont-Saint-Michel le premier centre mythilicole de France. Les huîtres, les moules, comme tous les autres invertébrés et crustacés de l'estran, sont des animaux filtreurs qui se nourrissent de plancton, de microparticules organiques et de sels minéraux apportés par l'eau de mer. Une telle production, à la base de la chaîne alimentaire, laisse supposer une richesse exceptionnelle des eaux en nutriments. Or, la base de l'alimentation contenue dans les eaux marines, le phytoplancton, est ici absent à cause de la turbidité des eaux, qui, empêchant la pénétration de la lumière, ne permet pas sa formation. La question se pose alors de savoir d'où provient la richesse des eaux de la baie, qui permet la croissance de ces milliers de tonnes de coquillages et d'invertébrés, aussi bien sauvages que produits par l'élevage. Nous allons trouver une explication auprès des scientifiques qui poursuivent leur prélèvement sur l'estran. Il s'agit d'un organisme invisible à l'œil nu qui se nomme diatomée. Alors les diatomées, ce sont des algues unicellulaires. Ces deux valves assemblées comme ça. Alors les valves peuvent être rondes, allongées, enfin il y a une très grande diversité de formes. Et ce sont ici là, des espèces benthiques, c'est-à-dire des espèces qui vivent normalement au fond de l'eau et qui ici se développent essentiellement à marée basse, parce que quand la mer arrive, la turbidité de l'eau en baie du Mont-Saint-Michel, sur les estrans ici, est telle que la lumière ne pénètre plus du tout. Donc ces espèces, qui sont normalement des espèces du fond de l'eau, se développent en fait à la surface, pratiquement à l'air libre, ce qui est un peu paradoxal, mais c'est sans doute un des facteurs importants du fonctionnement de la baie du Mont-Saint-Michel, puisque c'est à la base de beaucoup de chaînes alimentaires, en particulier des chaînes alimentaires de tous les invertébrés, enfin de beaucoup en tout cas des invertébrés qu'on voyait tout à l'heure et qu'on était en train de prélever par ailleurs. Ils ont autant de problèmes de l'autre côté ?
Les moules et les huîtres consomment ces diatomées. Alors pour les huîtres, c'est pas très surprenant puisque les huîtres sont traditionnellement posées sur le sol ou près du sol, donc c'est assez logique qu'elles consomment ces diatomées. On ne l'a pas étudié, nous, très spécifiquement ici, mais c'est connu un peu partout. Par contre, les moules qui sont un peu plus loin, là-bas, dont on pensait qu'elles se nourrissaient essentiellement d'algues planctoniques venant donc de la mer, on s'est aperçu qu'en tout cas dans ce secteur-là, elles se nourrissent entre autres d'algues venant du sédiment. Et alors là, il y a un phénomène assez curieux parce qu'apparemment, elles trient les algues, elles ne prennent que certaines formes, certaines tailles, etc. Donc on trouve, parmi toutes les espèces présentes, on ne trouve que certaines espèces dans le système digestif des moules. Voici un premier élément de réponse, mais ce n'est pas le seul. Les rivières qui se jettent dans la baie, la Cée, la Sélune et le Couesnon, sortent de leur lit en période hivernale et apportent de grandes quantités d'eau douce vers la baie. Ces rivières sont d'une part enrichies par les eaux de ruissellement provenant des terres qui les bordent, transportant avec elles des particules organiques et des minéraux dissous. D'autre part, en inondant les prairies et les marais, elles se chargent également de tous les éléments nutritifs issus des végétaux en décomposition. Ces bassins versants apportent également des risques de pollution d'origine agricole et ont donc une influence déterminante sur la qualité des eaux dans la baie. Malgré quelques pollutions microbiologiques, la qualité des eaux reste très satisfaisante. Cela a une influence sur toute la faune marine de la baie. Voyons justement quels sont les poissons présents en baie et quelle est l'influence de la marée sur leur comportement. En baie du Mont-Saint-Michel, les marées peuvent être très importantes, jusqu'à 16 mètres. C'est une des marées d'amplitude les plus importantes qu'on puisse trouver. Et ceci entraîne que comme les poissons sont surtout dans des stades très jeunes, dans des très petits poissons, ils ne peuvent pas beaucoup contrer la marée, qui entraîne des forts courants. Donc à marée haute, on peut les retrouver très très haut sur l'estran. Et ils font des migrations, pas journalières, mais des migrations par marée. À marée basse, on les retrouve très loin en baie. En marée haute, on les retrouve très très haut dans les marées, jusque dans les marais ou les prés salés. Et ça peut leur permettre, certaines espèces comme le bas, le gobier ou les mulets, venir exploiter la production secondaire et primaire des marais, qui est très importante. Sur les prés salés, il y a deux nourritures de base. La première, c'est les algues benthiques, qui sont très abondantes dans les chenaux. Pour la même raison, c'est qu'il y a très peu d'eau et il y a toujours de l'eau qui ruisselle. Donc là, il y a une très forte production de diatomées dont viennent se nourrir essentiellement les gros mulets. Et on trouve aussi les très jeunes bars, la première année des bars. Donc les bars qui peuvent faire de 20 mm, enfin 2 cm à 10 cm. Et ces poissons-là viennent manger par marée, c'est-à-dire environ 1 à 2 heures par marée, jusqu'à 10 à 20% de leur poids à chaque fois. Deux petites crevettes, deux petits puces d'eau qui s'appellent les orchestia. Ce sont des crustacés qui sont terrestres, qui ne vivent pas dans l'eau, mais sous l'obione, une plante qui domine dans les marais. Dans les marais salés où il y a un élevage de moutons, on ne trouve plus que la Puccinelli, une plante très très rase, et toutes les autres plantes ont été piétinées ou mangées, donc il n'y en a plus. Dans ces marais-là, les bars qui viennent exploiter, qui sont entraînés par le courant, ne s'alimentent pas. Pour la simple raison qu'il n'y a plus leur proie. Le crustacé ne vit préférentiellement que sous les obiones, donc on ne les trouve plus dans ces zones-là, et ça empêche le bar de pouvoir se nourrir. Donc il faut savoir que quand on fait de l'élevage de moutons, on peut empêcher la croissance des bars.
Ça, ce sont les plis qui font la renommée de la baie. C'est une espèce donc là qui est très jeune, qui doit avoir 2 ans, qui est en poisson plat comme vous pouvez le voir, avec une face colorée où se trouvent les 2 yeux, et une face toute blanche où il n'y a plus l'œil parce que l'œil a tourné. Et c'est un poisson qui vit sur le fond tout le temps, qui nage en s'agitant comme ça, et qui mange beaucoup de néris, mais aussi les petits gobies et autres. En fait, la baie, c'est une grande zone de nurserie. C'est une zone où il y a beaucoup de jeunes poissons, comme vous voyez. Là, il y a encore du bar, il y a encore du petit mulet. Donc ici, en baie, on trouve surtout des tout petits poissons. Parce qu'en baie, il y a très peu d'eau. Au maximum, il peut y avoir 16 mètres au point zéro là-bas. Ce qui fait qu'il y a très peu de prédateurs, en fait. Donc, comme vous pouvez le voir, les grosses espèces, il n'y a que le mulet. Ou des fois, quelques gros bars, quelquefois quelques roussettes, mais c'est assez rare. Donc ces poissons-là sont protégés en baie. Donc, généralement, on trouve aussi beaucoup de sols. Aujourd'hui, on n'en a pas vu, parce que c'est un peu froid pour elles. Peut-être. Ah ben oui, voilà. Donc ça, c'est un poisson très apprécié. Qui est un poisson plat aussi, comme la plie. Sauf que les nageoires remontent plus haut vers la tête. On arrive jusqu'à là. Et c'est plus allongé, ça fait moins une boule, moins une poêle à frire. Voilà, c'est un petit gobix, un minutus, un petit gobi des sables, qui est aussi une espèce résidente de la baie, qui reste toute l'année. C'est un poisson qui vit 2 ans, grand maximum. Et ça, c'est la base de l'alimentation de tous les autres poissons. Grâce à la marée, les mulets remontent dans les chenaux des prés salés pour se nourrir de diatomées. Les phoques qui vivent dans la baie ont observé ce phénomène et ils en profitent pour se placer à l'entrée des chenaux au moment du retrait de la mer. Les poissons pris au piège sont alors facilement capturés. Là, c'est un phoque gris. Le phoque gris, on le voit de temps en temps en baie, mais nettement moins que le veau marin. Parce que, à la différence du phoque veau marin, il côtoie plutôt les côtes rocheuses. Le phoque veau marin, lui, c'est les côtes sableuses. Bon, vous pouvez espérer peut-être voir des veaux marins en train de se reposer. La baie est très vaste et abrite une petite colonie d'environ 20 phoques veaux marins. Ce jour-là, ils avaient choisi un autre lieu de pêche. Poursuivons notre enquête à l'extrémité de l'Herbu, du côté ouest du mont. Cette zone est entièrement recouverte par la mer lors des marées de vives eaux. Des scientifiques de l'université de Rennes ont construit ici une station expérimentale au-dessus d'un chenal. Les capteurs et les sondes dont elle est équipée ont permis d'étudier sur plusieurs années l'évolution des paramètres physiques et biologiques liés au flux et au reflux de la mer sur les prés salés. Les échanges entre marais salés et milieu marin sont étudiés depuis pas mal d'années au travers du monde. Une des choses qui prédominait dans les résultats scientifiques jusqu'à présent, c'était que ces échanges étaient principalement dus au phénomène des grandes marées.
Et en fait, dans notre système, enfin dans le système de la baie du Mont-Saint-Michel, durant 2 ans, on a suivi jour par jour tout ce qui se passait donc, en termes d'échanges, aussi bien au niveau des marées qu'au niveau des ressuyages. Et on a pu conclure que la part du ressuyage correspondait à 50% des échanges généraux. De nos conclusions, c'était qu'il ne fallait surtout pas axer ces études uniquement sur les grandes marées, mais tenir compte un peu de tout ce qui se passe dans le système et surtout d'une manière peut-être moins évidente que les marées parce que plus cachée, mais c'est en rapport avec la nappe phréatique, la nappe souterraine, qui est à l'origine de ces phénomènes de ressuyage. En fait, ce sont des écoulements qui sont très faibles parce que le débit est relativement infime par rapport à une marée, mais ces écoulements sont beaucoup plus riches en nutriments. Et lorsqu'on fait la part des choses en termes de flux, on s'aperçoit que c'est quasiment aussi riche que certaines marées, quoi. Donc c'est ça qui est important. Les présalés naturels produisent une abondante matière organique, constituée essentiellement de débris végétaux. 1% seulement de cette production est exporté directement vers la mer, sous forme de matériaux flottants. Les 99% restants sont repoussés vers le haut de l'herbu, où ils vont se décomposer sous l'action des micro-organismes. La marée arrive, elle pénètre dans les chenaux, elle déborde des chenaux, elle recouvre la végétation et en passant sur la végétation, elle va arracher tous les macrodétritus qui s'y trouvent. Donc elle les déplace. Elle les déplace généralement à l'intérieur du marais salé. Une très faible proportion, une fois de plus, va être exportée. Donc la majeure partie est déplacée vers des zones plus hautes, où vont alors avoir lieu les processus de décomposition qui vont permettre de relarguer une matière organique plus fine, voire dissoute, qui, elle, peut être exportée vers le milieu salé. Alors les nutriments qui vont être exportés du marais salé vers le milieu marin vont profiter à tout l'ensemble de la faune benthique que vous trouvez dans les vasières de la baie du Mont-Saint-Michel. Faune benthique, c'est aussi bien des nématodes ou des vers de vasières, aussi bien des coques, aussi bien les moules. Pas forcément directement, mais aussi très indirectement, c'est-à-dire que certaines espèces vont se nourrir d'une autre espèce qui elle-même se sera nourrie de cette matière organique exportée. Si vous voulez avoir des zones de pêche importantes dans le milieu côtier, vous avez besoin de ces marais salés. Les deux sont liés l'un avec l'autre. On ne peut pas détruire ou poldériser ou drainer un marais salé sans affecter toute la vie benthique, toute la vie naturelle, mais également toutes les activités humaines qui se concentrent autour de ces baies ou autour de ces estuaires que vous trouvez de par le monde. Durant la saison estivale, la baie accueille un visiteur de taille qui vient également profiter de ses ressources alimentaires. Avec un peu de chance, en naviguant entre Granville et Cancale, on peut voir des groupes de grands dauphins s'aventurer dans la baie à la suite des bancs de maquereaux et de mulets. Situés en haut de la chaîne alimentaire, leur présence est un indicateur supplémentaire de la richesse écologique du milieu. La baie change. Elle se transforme à chaque nouvelle marée sous le regard surpris des spectateurs. Sur cette terre baignée d'eau salée, des liens complexes maintiennent un équilibre fragile entre tous les êtres vivants, plantes, animaux et hommes. Mais laissons le soleil se coucher sur la baie et la lune apparaître naturellement dans le ciel.